Alors, on était à 48 heures de quitter le pays. On avait des billets d'avion à près de 8 000 € et un risque très réel que je perde mon job du jour au lendemain. Alors, c'est pas une histoire du passé, c'est en train de se passer, c'est en temps réel. Et dans ces moments-là, la résilience financière n'est plus un concept, c'est une décision, une stratégie, une question de survie. Donc, bienvenue dans mon premier épisode de La précarité financière n'est pas seulement perdre son job. Donc, je me présente, je m'appelle Ingrid et je suis la voix derrière Afro Budgeting Girl. Donc, je viens du monde de la finance d'entreprise, je suis comptable de métier et je suis devenue fiscaliste il y a près de 10 ans. Mais au-delà des chiffres, donc ce podcast est né de quelque chose de profondément personnel, la prise de conscience que la vie peut basculer financièrement, émotionnellement, même quand on pense avoir tout bien fait, tout avoir bien préparé, tout avoir bien solidifié. Ici, je partage des expériences réelles et sans filtre. Franchement, on va tout dire, on va tout partager. Et surtout, je vais aussi partager des outils concrets pour protéger notre argent quand la vie ne se passe pas comme prévu. Parce que la précarité financière ne se limite pas à juste perdre son job. Dans cet épisode, je vais t'emmener au cœur de ce qui se passe ici, dans la région du Golfe. Donc, depuis le 28 février, la guerre a éclaté. Alors, c'est pas la guerre comme on pense, avec des troupes, des militaires dans les rues, mais on a ressenti le choc. On a entendu des bombes, on a entendu des interceptions. Et c'est aussi extrêmement psychologique lorsqu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors, quand nos certitudes impactent nos finances en temps réel et les stratégies concrètes qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait pour rester solide? Alors, si tu traverses une période d'incertitude, cet épisode est pour toi. N'oublie pas de t'abonner à la précarité financière n'est pas seulement perdre son job et à visiter donc mon site internet afrobudgetinggirl.com pour accéder à des outils gratuits et rejoindre la communauté. Alors, pour montrer à quoi ressemble la résilience financière dans la vraie vie, donc j'ai créé ce podcast et j'ai créé ce site internet. À la base, le premier épisode, je devais commencer avec mon histoire de février 2025, le jour où je me suis faite licencier. Et pendant que je préparais cet épisode, tout a basculé ici dans le Golfe. Donc aujourd'hui, donc c'est pas une histoire du passé, ça se passe en temps réel, donc je le vis encore. Aujourd'hui, on est le 18 mai 2026. Il m'a fallu plus de 3 mois pour faire cet épisode, parce qu'émotionnellement, ça a été très compliqué. Très compliqué d'essayer de me concentrer, très compliqué de ne pas y penser, très compliqué de rester positif certains jours. Et le conflit dure depuis plus de 3 mois maintenant. Alors ça m'a impacté psychologiquement, en matière d'énergie, mais aussi financièrement. Alors même si tu n'es pas directement dans la zone de conflit, aujourd'hui, je pense que tu ressens ce conflit dans ton budget, dans tes finances, dans ta consommation de tous les jours. Je parle à ma mère pratiquement tous les jours et elle le ressent déjà. Donc le prix de l'essence a augmenté, certains produits alimentaires sont devenus extrêmement chers parce qu'ils sont importés. Et ça m'avait vraiment frappée parce que souvent on se dit que non, c'est loin, ce conflit et tout, mais ça démontre en fait que tout est connecté, tout est lié d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, du bout du monde à l'autre. Donc j'ai fait un sondage récemment justement dans mon groupe WhatsApp et plus de 90% des personnes m'ont dit ressentir déjà l'impact dans leur quotidien, dans leur budget. Donc que tu sois ici ou ailleurs, tu as dû le ressentir. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ce conflit donc dans mon budget? Donc on commence par les courses puisque l'alimentaire c'est très concret, c'est des courses que je fais de manière hebdomadaire. On va dire que mon budget de la semaine se tournait aux environs de 100-125 $ par semaine. Et là, je suis environ à 175-200 $. Heu, c'est une augmentation de 20%, c'est quand même super important. Il y a même des produits que je n'achète plus, non parce qu'ils ne sont pas disponibles, mais parce qu'ils sont excessivement chers. Je vois les fruits, par exemple. Mes enfants mangent pas mal de fruits pour aller à l'école et ce genre de choses, même à la journée. Je fais
des smoothies, des choses comme ça et j'ai dû réduire drastiquement, ben, la consommation de fruits pour les adultes, juste pour les enfants et ce qu'ils mangent, des bananes, des oranges, des fruits simples ont carrément doublé. Alors au début du conflit, pensant que ça n'allait pas durer, on avait des tendances un peu excessives en fait dans notre consommation, puisqu'on voulait essayer de compenser ce conflit et on achetait des bonnes choses, on cuisinait énormément. Ça nous faisait du bien parce que ça nous rappelait qu'on était ensemble, que ça allait bien, mais les choses se sont rapidement, enlisées et là maintenant, on ne peut pas continuer à en faire trop. En même temps, on sort plus, on ne va plus au restaurant, ce genre de choses. Pas parce que c'est pas ouvert, tout fonctionne normalement, mais il faut faire des choix. On peut pas continuer à aller au restaurant et payer le prix fort pour, des produits, qu'on doit consommer tous les jours. Donc, restaurant, budget complètement réduit et les courses, on essaie de gérer au mieux. Ensuite, il y a eu, la question des écoles et des crèches. Donc les écoles aux Émirats arabes unis sont de matière privée, donc il faut payer. Heu, c'est quand même assez cher. Bon, pour mon fils, la question ne s'est pas posée trop longtemps puisque on avait déjà payé, en fait, le dernier trimestre avant que le conflit commence. Donc ça a été assez, facile comme discussion. Il a fait l'apprentissage à distance pendant un moment et de toute façon, pour lui, c'était ça et on s'est pas posé trop de questions. Il fallait qu'il le fasse. Il a un âge où il est en train de créer ses piliers, ses bases, la lecture, les maths, la science, donc il fallait le faire. Là où le dilemme est arrivé, c'est par rapport à ma dernière qui est à la crèche et ils ont aussi proposé, l'apprentissage à distance. Elle, le paiement de la crèche se fait mensuellement. Donc là, ça a été vraiment le dilemme, la discussion difficile, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors pour elle, tout de suite, bon, elle n'a pas un âge où c'est essentiel pour être à la crèche, mais c'était surtout pour maintenir une relation, une socialisation avec ses autres camarades de classe. On a pensé que c'était important, mais on s'est dit mettre le prix comme si elle était en présentiel, alors qu'il fallait aussi qu'on s'assure qu'il y ait une présence à la maison, sachant qu'on devait continuer à aller au travail physiquement. Budgétis En termes de budget, ça me paraissait un peu compliqué. Il fallait que je puisse engager une baby-sitter pour pouvoir les accompagner à la maison et payer le prix fort pour l'école et la crèche. J'ai dû avoir une discussion avec, la directrice de la crèche pour lui expliquer, en fait, la situation. On a essayé de trouver un compromis pour, trouver le mieux parce que la crèche, c'est pas juste payer les assistantes ou les maîtresses d'école. Il y a tout un écosystème derrière, donc c'est la maintenance, les factures, l'eau, l'électricité, les frais, les taxes, la maintenance. Il y a quand même un gros écosystème. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions avec d'autres parents qui hésitaient à savoir s'ils devaient, payer ou pas la crèche ou l'école parce que bon, ils estiment que leurs enfants ne sont pas en présentiel, pourquoi payer le prix fort? Mais souvent, je pense qu'on regarde trop les choses de manière simpliste. L'école, c'est pas juste des professeurs, une réceptionniste et un bâtiment, il y a autre chose derrière. Il y a des frais qui continuent à courir, les assurances, la maintenance du bâtiment, les accréditations, les formations, les outils, puisque pendant ce temps, il fallait payer des licences pour que les enfants puissent, avoir, ces outils à distance. Ça a été compliqué. Alors je vois que j'ai eu cette discussion avec la maîtresse. Si elle a cette discussion avec tous les parents, c'est quand même, une décision, assez lourde, une discussion financière assez lourde. Chaque personne a sa situation. Nous, on a eu la chance de garder nos jobs jusqu'à présent. On n'a pas eu de réduction de salaire, mais beaucoup de gens malheureusement ont perdu leur boulot pendant ce conflit. Je pense surtout aux gens qui sont, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'événementiel. Dubaï, c'est quand même une ville qui bouge énormément. Il y a du monde, du tourisme. C'est une ville qui est extrêmement vivante et
Il y a énormément de personnes malheureusement dans ce conflit qui, se sont retrouvées sans rien et donc tous leurs frais donc qui passent, les gens qui sont responsables d'une famille, c'est extrêmement lourd. Donc s'assurer que les enfants continuent à aller à l'école alors qu'on n'a pas les moyens financiers, c'est très compliqué. Donc j'imagine que pour les professeurs, les maîtresses, les directrices, avoir ces discussions avec les parents, c'est très compliqué. Maintenant, passons à un autre sujet, celui de l'essence. Alors bon, le transport et surtout l'essence, bon, je sais que souvent les gens se disent, tiens, elle est dans le pays du Golfe, elle doit avoir un puits de pétrole à l'arrière de sa maison. Bon, ça fait plus de 12 ans, je crois que j'entends cette blague. Et non, on n'a pas de puits pétrolier à l'arrière, mais on l'a senti aussi passer. On a senti passer cette augmentation, alors pas aussi importante que les personnes qui sont en Europe ou même dans la Caraïbe, je pense à ma famille, mais il y a une augmentation assez importante. Généralement, je suis dans les alentours de 220-225 dirhams, donc ça donne à peu près 40-45 euros, je pense. Et puis là, je suis à 300-315 à la montée, et je crois que ça va encore monter. Donc là, je suis dans les environs de 75 euros. C'est quand même assez énorme, sachant que même si j'ai limité mes déplacements par rapport à la sécurité et puis aussi pour être sûr que si quelque chose se passe, je ne suis pas très loin de la maison, ça reste quand même un budget assez conséquent. Les gens qui sont dans tout ce qui est le commercial, qui doivent voir des clients ou les auditeurs, ce genre de personnes, les personnes qui font des livraisons, c'est quand même un poste de dépense assez important et je pense qu'au quotidien, c'est euh, c'est une question à se dire, est-ce que vraiment le déplacement vaut le coup? Donc voilà. Alors ensuite, il y a eu le travail. Alors je le vois au travail, hein, les gens sont plutôt préoccupés, un peu distraits des fois. Je vois des gens qui font des calculs. Là maintenant, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui va se passer? Heu, Est-ce que le business va continuer à tourner? Les vacances d'été arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? Comment la situation va s'améliorer ou empirer? Les gens ne sont pas complètement là, même s'il y a encore de la positivité, de la résilience, mais voilà, ça donne de la réflexion. Alors, pour nous aider, on a aussi une nounou qui est là et on est responsable d'elle en termes, de travail, de protection, salariale et donc on a dû revoir, complètement, son, son budget, le budget lié à elle pour un fonds d'urgence. On a créé un fonds d'urgence pour la nounou si quelque chose devait se passer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, lui payer un billet d'avion pour qu'elle puisse quitter le pays assez rapidement. Alors les billets d'avion en ce moment sont extrêmement, chers, non pas seulement à cause, du prix du pétrole, mais aussi le fait que les avions sont vides. Donc pour compenser en fait, cette capacité, de transport, les prix de billets d'avion sont très chers. Donc on a dû ajuster, donc pour la nounou, le fonds d'urgence plus, son ses 3 mois de préavis. Donc voilà, donc ça donne entre 15 000 et 20 000 dirhams, donc entre 3 000 et 4 000 euros à peu près, si je ne me trompe pas. Et puis nous aussi, on a dû revoir complètement notre stratégie, hem, notre fonds d'urgence. Alors en ce moment, on avait un fonds d'urgence de 20 à 25 000 euros, mais il faut qu'on revoie tout. Alors le fonds d'urgence, si vous écoutez donc mes mes articles de blog sur les streaming plateformes, mon fonds d'urgence, est lié aux billets d'avion que je devrais débourser si quelque chose se passait, chez moi, dans la Caraïbe, pour, aider donc ma famille. Alors ma famille vivent tous dans la Caraïbe française et donc mon fonds d'urgence, c'était lié à ça à la base. Mais on a dû tout revoir pour la simple et unique raison que
Si on doit partir, alors déjà, il y a la question de où on partirait. Donc ça, c'est une première chose. Les frais au quotidien seraient complètement différents. Il y a aussi la question des échanges, des frais de change, qui sont quand même assez importants. On est en dirham. Si on part, ce serait sûrement un pays où le dollar où l'euro serait utilisé. Donc en ce moment, l'échange n'est pas profitable pour nous. Donc c'est assez compliqué. Voilà. Alors à un moment, il y a eu une grosse question. Est-ce qu'on part ou est-ce qu'on reste? Et il y a eu un événement pendant ce conflit qui nous a vraiment porté jusqu'à une décision de crise. On était vraiment en crise. Et donc la question, c'était est-ce qu'on part? Et donc si on partirait, donc la question c'était où? Donc concrètement, je rentrerai chez moi, dans la Caraïbe. Et donc rien que pour mes enfants et moi, c'était des billets de 8 000 € que j'aurais dû débourser automatiquement. Alors c'est une somme, juste pour des billets, donc on ne parle même pas du quotidien. Et les factures continuent à tomber, donc même si je ne suis pas là, il faut quand même que je continue à payer mon téléphone, la voiture, les assurances et toutes les autres choses donc à faire. Et c'était donc très compliqué, des discussions à rallonge de ce qu'il allait faire ou pas. Et surtout, la plus grande question, est-ce que j'aurais pu garder mon contrat? Je suis actuellement intérimaire dans une société que j'aide à faire justement tout ce qui est la fiscalité, à mettre en place donc la stratégie. Et donc la question c'était est-ce que j'allais garder ce job si j'étais à distance? Et lorsqu'on se posait des questions, qu'on faisait le calcul et tout ce genre de discussions difficiles entre mon mari et moi, ben, il y a eu le cessez-le-feu. C'est incroyable comment la vie peut complètement basculer en 48 heures. Il y a eu le cessez-le-feu. Donc on est resté. Pour l'instant, on est resté. On a pris la décision de rester. Alors il y a énormément de raisons pour lesquelles on est resté. Je ne juge pas les personnes qui sont parties, je ne juge pas les personnes qui sont restées. Les raisons pour lesquelles elles sont restées sont variées. Il y a celles qui sont restées parce qu'elles ont un job. Il y a celles qui sont restées parce que toute leur vie a été ici. C'est difficile pour certaines personnes d'imaginer qu'il y a des gens qui ont vécu toute leur vie ou qui sont nés à Dubaï, alors qu'ils ne sont pas émiratis, mais c'est la vérité. Il y a plus de 80 nationalités qui sont représentées ici et certaines personnes, toute leur vie est ici. C'est pas une décision facile à prendre. Ce n'est pas une discussion facile à avoir. Mais ça montre encore qu'est-ce que la résilience financière. Certes, c'est un conflit qui n'arrive pas tous les jours, qui n'arrive pas à tout le monde. La guerre, quand même, ça a l'air toujours lointain. Mais ça remet en question, en fait, quelque chose. Quelle est notre limite et quelle est notre capacité financière si quelque chose se passe? Maintenant, tous les billets d'avion sont en train d'augmenter. La nourriture est en train d'augmenter. Le pétrole est en train d'augmenter. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que vous êtes assez résilient pour faire face à cette crise? C'est pas facile. Et c'est aussi pour ça que j'avais besoin de parler ça aujourd'hui. Parce que c'est un exemple concret de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, je vous en remercie grandement. Parce qu'Afro Budgeting Girl, pendant ce temps, a été une source de positivité que je ne pourrais pas expliquer. Écrire ces histoires, parler de ces histoires ne fait que me confirmer qu'il est important de parler de la précarité financière parce qu'elle n'est pas limitée, surtout en 2026, à juste perdre son boulot. La maladie, les conflits, tout ce genre de choses peut vous mettre dans une situation financière extrêmement critique. Et il est important d'être sûr que vous comprenez votre écosystème
pour le refléter concrètement dans votre budget. Et c'est ça que je vous aidais à faire. Donc merci encore d'avoir écouté ce podcast. Je suis Ingrid Francisque, la voix derrière Afro Budgeting Girl. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la santé est votre meilleur allié.